Jocelyne Chartier, je suis l'auteure de l'allégorie des truites arc-en-ciel. Je suis nommée cette année à la Biennale des Cèdres dans le cadre du premier roman. L'allégorie, c'est mon premier roman. J'ai également écrit Tout comme les tortues, peut-être que vous en avez entendu parler. Comme on ne peut pas avoir en fait l'événement cette année en cause de la COVID et tout ça, les organisateurs m'ont demandé en fait de faire une petite vidéo, vous parler de moi, vous parler de mon processus littéraire, vous parler de mon premier roman, puis un petit peu répondre à quelques questions un peu frivoles. Puis à la fin en fait je vais vous lire un extrait du roman. Brièvement, parce que moi dans le fond j'ai tendance parfois à m'étendre un petit peu, donc je vais rester sur ce premier roman-là, puis je vais vous faire brièvement l'histoire de ce roman-là. C'est l'histoire de Max et Cam, qui sont deux meilleurs amis. Ça fait quelques années qu'ils sont meilleurs amis et qu'ils dansent sur cette ligne-là, en fait, entre l'amour et l'amitié. L'histoire s'est écrite à deux voix, donc un chapitre c'est Max, l'autre chapitre c'est Cam, puis je te renvoie la balle comme ça et on entre dans la tête tour à tour de Max et de Cam. On comprend leur histoire à chacun individuellement, puis aussi l'histoire qui les a réunis en fait, puis comment ils sont devenus amis, comment la vie a fait que le timing n'a peut-être pas été bon pour eux pour être plus que des amis, mais ils sont quand même intéressés par ça, mais ils ont peur, ils ont une relation vraiment très précieuse et ils ont peur de tout gâcher en fait en prenant ce pas-là vers l'avant en étant plus que des amis. Dans le livre, en fait, on comprend que Max, c'est un homme à femme, il a eu beaucoup d'aventures, il n'est pas sûr s'il peut plonger en fait avec Cam sans la blesser. Puis elle, de son côté, elle a eu beaucoup de blessures, elle s'est fait laisser, tromper, elle a eu de la misère avec les hommes, puis elle a perdu sa mère jeune aussi. Donc sa confiance, son lien de confiance est difficile à tisser. Donc le livre danse un peu là-dessus, il se dit, les personnages se demandent est-ce que ça vaut la peine d'essayer d'avoir plus ou est-ce qu'on devrait en fait être content de ce qu'on a dans cette relation d'amitié-là qui est super précieuse déjà à la base. Donc c'est un résumé bref. L'organisation m'a demandé aussi de parler du processus d'édition, ce que je trouve toujours qui est vraiment le fun parce que moi en fait je viens pas du milieu littéraire, je fais un doctorat en psychopédagogie à l'Université Laval. Donc je suis pas issue de ce milieu-là et j'avais vraiment aucune idée en fait de comment on faisait éditer un roman, comment ça se passait. Puis je trouve toujours que c'est le fun de pouvoir en parler parce que c'est pas tout le monde qui connaît les rouages du monde de l'édition. Donc moi en fait mon roman il est paru en mai 2018. Puis j'ai contacté ma maison d'édition en fait en octobre 2017. Donc ça a été vraiment vite, vraiment dans le monde littéraire. C'est un processus qui s'est fait assez rapidement. Et j'aime pas ça dire que je suis chanceuse parce que je crois qu'on fait sa propre chance quand même dans la vie jusqu'à un certain point. Mais j'ai été chanceuse du moins niveau timing avec ma maison d'édition. Ils recherchaient le genre d'histoire que j'avais écrit. Donc ça a vraiment été un bon fit. Puis c'est ça, dans le fond, moi j'ai envoyé mon manuscrit. Puis quelques jours après, en fait, j'avais des nouvelles. Puis quelques semaines après, je signais mon contrat. Puis l'histoire débutait. Donc ça a été assez rapide. Comme je vous dis, je savais pas comment on faisait éditer un roman. Ce que j'ai appris surtout du monde de l'édition, c'est l'apport vraiment essentiel d'un éditeur. Par exemple, mon éditrice Estelle, que j'adore, on travaille en collaboration, puis elle est vraiment, en fait, son apport principal avec moi, c'est de me poser des bonnes questions pour m'apporter à préciser certaines choses dans le roman. Elle fait plein d'autres choses dans l'évolution du manuscrit de son début initial, quoique mon roman à moi, il était déjà assez bien entendu, il était déjà complet, mais il y a quand même beaucoup de travail qui se passe comme derrière le rideau, là, qu'on ne sait pas qui se passe quand on n'est pas dans le milieu. Donc Estelle, vraiment, son point, c'est vraiment de m'aider à préciser mes idées. Quand on écrit, des fois, on est vraiment complètement immergé dans notre monde, puis pour nous, tout semble très évident. Puis c'est son rôle à elle de venir me demander pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu nous expliques pas plus ça, est-ce que c'est nécessaire? Donc elle pose vraiment beaucoup de questions, puis elle me laisse la liberté après aussi de faire mes propres choix. Donc c'est vraiment une belle relation. Puis je suis contente parce que j'aurais pas su tout ce processus-là si j'avais pas pu publier un roman. Puis là, en fait, j'en suis à mon troisième roman, en fait, qui est en train on est en train de l'éditer présentement dans les dernières des dernières semaines du processus d'édition. J'ai pas de date encore de parution parce que tout a été un peu au ralenti avec la situation actuelle, mais c'est un processus vraiment différent pour chaque roman. À chaque roman, c'est une nouvelle... c'est un nouveau processus. C'est sûr que les bases restent les mêmes, mais c'est une expérience vraiment différente à chaque fois.
Par exemple, moi, je connaissais pas non plus comment on fait illustrer un roman. Ça a été vraiment une belle surprise. J'ai travaillé avec Mathilde Corbeil. On a travaillé avec Mathilde Corbeil, qui est une illustratrice vraiment fantastique, qui a été capable de capter, par exemple, pour ce livre-là, l'essence du roman en une image. Ce que moi, on me demandait comment tu vois ton livre, j'avais vraiment aucune idée. Puis elle a lu le manuscrit, puis tout de suite, elle a su comment le mettre en une image. Puis ça l'a aidé, je pense, la visibilité du livre de beaucoup. Parce qu'on m'a dit beaucoup qu'on l'avait vu puis qu'on l'avait trouvé beau. Après, on l'avait lu, on avait aimé ça, il a été apprécié le roman. Mais je dirais que qu'il soit beau comme ça l'a aidé à le faire connaître un peu. Pour des questions plus frivoles, en fait, ils m'ont demandé aussi de parler un peu du processus d'écriture. Puis moi, je trouve tout le temps que je suis un petit peu alien dans le monde de l'écriture quand on me demande ça, parce que j'ai pas de routine précise. J'ai pas nécessairement de musique précise, quoique j'aime bien me faire des listes de lecture qui vont selon l'humeur de mon roman. Donc, j'écoute pas de musique en écrivant, mais je vais m'écouter de la musique tout au long de ma rédaction. Puis, tout au long de la rédaction, je vais écouter de la musique pour essayer de me mettre dans l'humeur de mes personnages. Puis pour ma routine d'écriture, en fait, j'en ai pas vraiment. Je suis je fais mon horaire, en fait, en étant au doctorat, donc j'essaie de me laisser la liberté de quand j'ai l'inspiration, je la prends, mais je me force pas non plus à écrire. J'ai beaucoup l'impression que ça mijote dans ma tête, même quand j'écris pas. Donc quand je me mets à écrire, généralement, ça sort quand même d'un coup. Mais j'essaie, plus j'écris, plus ça devient un emploi, ou du moins un des chapeaux que j'ai. Plus je me plus je me donne la liberté. J'ai un public ce soir. Plus je me donne la liberté, en fait, de prendre ce temps-là, puis d'écrire quand l'inspiration me vient, en fait. Donc, c'était un peu ça pour l'historique et les petites questions à répondre. Je vais vous lire un extrait qui, je trouve, c'est un des extraits que je trouve qui nous permet de vraiment comprendre, en fait, le personnage de Camille en quelques pages, de comprendre un petit peu d'où elle vient, puis comment elle en est venue à avoir certains doutes puis certaines incertitudes. Donc, c'est Camille. Le premier gars qui m'a graffiné le cœur s'appelait Vincent Fléau. Oui, Fléau, comme quand on parle d'une maladie grave et répandue. Je l'avais approché en riant de son nom, d'ailleurs, un peu comme tout le monde le faisait à l'époque. Pour être franche, ça avait passé à peu près aussi bien qu'un caillou au cerveau. Aujourd'hui, il se fait appeler Vince Fleck et il étudie en médecine à McGill. Je pense qu'un psychologue aurait beaucoup de pain sur la planche afin d'évaluer l'impact du nom de famille de Vincent sur ses choix de vie. On s'était rencontrés à la pépinière Jardin où on a travaillé tous les deux le temps d'un été. Oui, la pépinière de la famille Jardin, un nom beaucoup plus approprié pour des propriétaires de pépinières qu'un fléau qui soigne des maladies. C'est mon humble opinion, mais elle est peut-être biaisée. Le travail de Vincent consistait à transporter des plantes, des arbres et autres produits de la terre alors que je passais mes journées à la caisse à scanner des codes barres de vivaces ou de sacs de terre. Ses bras musclés ruisselaient de sueur devant mes yeux d'adolescente en pleine effervescence sexuelle. C'est l'été où j'ai eu le plus chaud. Après le malaise initial de ma joke sur son nom, qu'il n'avait évidemment pas ri, Vincent et moi, nous étions découvert certaines affinités, principalement notre amour du sarcasme, notre haine du small talk et notre désir incontrôlable de mettre notre bouche sur le corps de l'autre. J'avais 17 ans et c'était pas la première fois que je touchais un gars. Par contre, c'était la première fois que j'en avais vraiment envie. Ça faisait toute la différence. Quand j'y repense aujourd'hui, j'ai encore un goût semi-amer sur la langue, probablement des restes de sueur, de désir et de mélancolie de cet été-là. Vincent et moi, on n'avait pas grand-chose en commun au fond. Et surtout, on s'était bien mal compris. J'étais convaincue que nos embrassades dans le backstore, nos nuits passées sous les étoiles et nos peaux chaudes sur le gazon frais signifiaient quelque chose pour lui tout autant que pour moi. Je pensais aussi que les soirées où il restait chez lui parce qu'il était fatigué du soleil tapant après une longue journée de travail, il les passait à se reposer, pas à se frotter contre la peau tout aussi chaude de Sarah, l'autre caissière. Je n'avais pas réalisé qu'elle et moi étions interchangeables dans les bras de Vincent, tout comme nous l'étions aux caisses numéro 1 et 2. C'est définitivement l'été où j'ai eu le plus chaud et aussi celui où j'ai apprécié les bienfaits de la fraîcheur. J'ai compris que de garder la tête et le cœur au frais peut éviter bien du malheur. Donc voilà, c'est un extrait en fait qui vous permet de plonger un petit peu dans la tête de Camille si ce n'est pas fait. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo, puis j'espère que dans une autre année, un autre moment du monde, on pourra se rencontrer plus de vive voix dans un salon du livre ou quelque chose, puis qu'on pourra revenir à des temps un peu plus normaux. Merci.